Bonjour à tous, un nouvel épisode aujourd'hui consacré aux recettes de l'État et plus particulièrement à ces recettes fiscales. Une vidéo qui nous permettra de faire le point sur les notions et notamment de distinguer l'impôt de la taxe et de la redevance. Parmi les ressources de l'État, il faut bien comprendre que les ressources fiscales constituent la rentrée d'argent principale pour le budget de l'État. 95% en moyenne chaque année des ressources de l'État sont issues de la fiscalité. L'impôt répond à une définition précise qui permet de le distinguer parmi les prélèvements obligatoires, de le distinguer par exemple des cotisations sociales dont il sera question à l'occasion d'un épisode ultérieur. Pour une première définition, il peut être indiqué que l'impôt est une prestation pécuniaire requise par voie d'autorité à titre définitif et sans contrepartie en vue de la couverture des charges publiques. Prestation requise des particuliers comme des entreprises. Revenons sur certains des éléments de cette définition. Une définition qui est attribuée à Gaston Gèze. La paternité lui en a toutefois été contestée par le professeur Négrin à l'occasion d'un article intitulé « Une légende fiscale, la définition de l'impôt de Gaston Gèze », article paru à la Revue de droit public dont vous trouvez à l'instant à l'écran la référence et vers lequel je vous renvoie, je vous invite à le parcourir. Les éléments de définition que nous venons de recenser dans le cadre de cette définition présentent les caractéristiques essentielles de l'impôt et comme je viens de l'indiquer, il est nécessaire de revenir sur certaines d'entre elles. L'impôt est créé par le législateur, est créé par le Parlement. C'est également lui qui en autorise la perception. Nous aurons l'occasion de le revisiter lorsque nous analyserons le contenu de la loi de finances. C'est dans le cadre de la loi de finances, de l'article 1er de chaque loi de finances, que le Parlement autorise le gouvernement à percevoir les impôts existants. Pour une illustration, il suffit de prendre la dernière loi de finances parue au journal officiel, vous consultez l'article 1er et vous constaterez une formule qui se répète d'année en année, c'est quasiment un copier-coller de l'article 1er de la loi de finances de l'année précédente. Élément de définition à reprendre, c'est une prestation en argent pécuniaire qui est requise des particuliers, qui est requise des entreprises. En effet, l'impôt se paye en argent, en numéraire, par virement bancaire, peu importe, mais en tout cas, l'impôt ne se paye pas en nature. Ça a pu se produire il y a de nombreuses années, voire siècles maintenant. Actuellement, l'impôt se paye en numéraire, en prestation pécuniaire. Il existe une exception, c'est ce que l'on appelle la dation en paiement. La dation en paiement permet notamment dans le cadre de succession aux héritiers de payer avec des éléments du patrimoine, avec des œuvres d'art par exemple. Ce fut le cas pour la succession Picasso, pour laquelle les héritiers ont négocié avec l'administration fiscale ayant accepté pour le paiement de ces droits de succession certaines de ses œuvres. L'impôt est également exigé par voie de contrainte, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le Parlement a voté l'impôt, a consenti l'impôt, qu'il en a autorisé le prélèvement à l'occasion de ce premier article de la loi de finances, eh bien l'administration fiscale se trouve dans l'obligation de le percevoir et les contribuables dans l'obligation de le payer. L'impôt est également perçu sans contrepartie. En effet, lorsque l'impôt est versé, il est versé dans la caisse commune de l'État et cette caisse commune a vocation à payer l'ensemble des dépenses de l'État sans qu'il soit possible d'établir un lien direct entre l'impôt que vous avez payé et la dépense qui sera très concrètement payée sur la base de ces crédits, de cette ressource fiscale. Cette non-affectation de la recette à la dépense publique est le fruit d'un principe budgétaire que nous aurons l'occasion d'étudier également, le principe d'universalité budgétaire et son principe sous-jacent de non-affectation. Alors, le propos peut être un peu tempéré sur le sujet, le fait qu'il n'y ait pas d'affectation entre ces recettes et ces dépenses, le fait qu'il n'y ait pas de lien direct entre ces recettes et ces dépenses. Propos à tempérer, ainsi que l'a souligné le professeur Buisson, dans un article consacré au désordre des qualifications fiscales et dans lequel il nous indique que l'impôt présente une contrepartie en ce qu'il offre aux citoyens et met à leur disposition l'ensemble des services publics que la puissance publique gère, mais cette contrepartie est totalement diffuse et imperceptible.
Enfin, l'impôt est exigé en vue de la couverture des charges publiques, ainsi que nous l'indiquent les dispositions de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Il nous est indiqué que pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. La création de l'impôt répond ainsi à une nécessité, celle de couvrir des charges publiques. Gaston Gèze l'avait indiqué en son temps dans son ouvrage « Il y a des dépenses, il faut les couvrir ». C'est sa finalité première, fournir les ressources nécessaires au règlement des dépenses publiques. Accessoirement, il peut être étudié, notamment dans un cours de droit fiscal, que l'impôt peut trouver une autre origine, une autre vocation. L'impôt peut alors être instrumentalisé en vue de la réalisation de certaines politiques publiques. C'est le cas par exemple pour le soutien de l'emploi, pour la lutte contre le chômage, c'est le cas également dans le domaine de l'environnement. La recherche de ressources ne constitue pas alors le moteur principal de création de l'impôt. Venons-en aux définitions complémentaires. Comment distinguer l'impôt de notions qui apparaissent voisines telles que la taxe ou la redevance, qui constituent là également des prélèvements obligatoires. La taxe est bien un prélèvement obligatoire, qui est perçu en contrepartie d'un service qui a été rendu. Néanmoins, son montant est forfaitaire puisqu'en définitive, quelle que soit l'importance du service consenti, le montant, le temps consacré par les agents publics, le montant qui sera perçu ne changera pas, n'évoluera pas en fonction de la prestation réalisée. C'est l'exemple de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Vous avez le camion benne qui passe pour prélever les poubelles et vous allez payer une taxe pour le prélèvement de ces ordures, quel que soit finalement le montant et les volumes des déchets que vous avez mis, que vous avez placés dans la poubelle. Alors, cette première définition, celle de la taxe, doit nous conduire déjà à opérer une précision. En effet, la taxe peut répondre, en tout cas peut correspondre à un faux ami dans l'emploi qui peut en être fait. Prenons l'exemple de la taxe sur la valeur ajoutée. La taxe sur la valeur ajoutée est un impôt, au sens juridique du terme, c'est-à-dire au sens de la définition que je viens de vous donner. Ce n'est pas une taxe qui est donc la contrepartie d'un service qui a été rendu. La taxe sur la valeur ajoutée est un impôt sur la consommation. Venons-en à la définition de la redevance. La redevance constitue là également un prélèvement obligatoire, perçu en contrepartie d'un service rendu. A priori donc, pas de distinction à opérer d'apparence entre la taxe et la redevance. Néanmoins, ce qu'il faudra constater, et c'est ce qui va faire la différence entre la taxe et la redevance, dans son montant, est la contrepartie du service qui a été rendu. Pour l'illustrer, prenons l'exemple de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères. On est sur des exemples similaires, ce qui permet de bien comprendre la distinction. La redevance d'enlèvement des ordures ménagères est bien prélever une prestation obligatoire, prélevée à partir du moment où vous avez des déchets qui doivent être prélevés par les services concernés. Et le montant de la redevance va être proportionné au volume des déchets que vous placez à la poubelle. C'est le cas pour les entreprises. Les entreprises payent le plus souvent une redevance d'enlèvement des ordures ménagères qui est donc proportionnée à l'usage qu'elles font du service qui est rendu. Et dans certaines communes, certains usagers, certains particuliers, certains ménages payent également aujourd'hui une redevance d'enlèvement des ordures ménagères. Alors il s'agit bien évidemment de pouvoir peser peut-être le volume de déchets si le camion benne le permet. Plus généralement, on rencontre une technique qui conduit à ne comptabiliser que le nombre de fois où vous mettez la poubelle sur le trottoir pour être prélevée par les services concernés. Voilà pour cette illustration et cette définition, distinction à opérer entre impôt, taxe et redevance. En faisant bien attention aux faux amis, j'ai pu citer le cas de la taxe sur la valeur ajoutée, mais bien évidemment, il y en a d'autres dans la panoplie effectivement de la fiscalité française. Et pour en revenir et en terminer avec la ressource fiscale, il faut bien comprendre que l'origine de l'impôt, le contribuable, et son montant, le montant qu'il représente parmi les ressources de l'État.
justifie qu'une attention particulière lui soit portée afin de vérifier l'emploi qui a été fait de la ressource fiscale. Didier Migaud, alors premier président de la Cour des comptes, l'a souligné lors de l'audience solennelle de rentrée du 9 janvier 2014. Le niveau atteint par la fiscalité oblige à veiller au meilleur usage possible de la contribution commune, autrement dit à la qualité et l'efficacité de la dépense publique. Et ce sera un essentiel dans la suite de ce cours, s'assurer que les contrôles qui ont été mis en place pour vérifier l'emploi fait des fonds publics constituent des réponses adaptées, pertinentes, suffisantes pour garantir le bon emploi des fonds publics. Je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante pour détailler encore les ressources de l'État. Nous venons d'étudier les ressources fiscales. Il nous faut maintenant, par opposition, étudier les ressources non fiscales de l'État. À tout de suite peut-être.